Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 12 avril 2025. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que après les soldats nord-coréens fantômes de l'armée russe qui étaient normalement dans l'oblast de Kursk, là maintenant, qu'apprend-on? Eh bien, on apprend qu'il y a des soldats chinois dans l'armée russe. Alors, ça fait exactement le même scénario que les soldats nord-coréens. D'abord, on apprend qu'il y a deux soldats chinois qui ont été capturés. Je vous rappelle que l'histoire des soldats nord-coréens concernant l'histoire, bon, qu'ils arrivaient de Vladivostok à Kursk. Bon, après tout cela, ça a commencé dans l'armée russe à Kursk avec deux soldats nord-coréens capturés. Donc vous notez la similitude des faits. Et là, après, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que selon Kiev, il y aurait 155 soldats chinois au sein de l'armée russe, et peut-être beaucoup plus. Alors ça fait exactement le même scénario, disais-je, que les soldats nord-coréens. C'est exactement pareil. A-t-on des preuves irréfutables? Non, bien sûr. On voit simplement le visage asiatique de ces soi-disant soldats, et c'est tout. Voilà. Alors c'est comme les deux soldats nord-coréens, vous pouvez vous demander, depuis le temps qu'ils les ont sous le coude, ils devraient avoir des renseignements un peu plus, on va dire, tangibles pour pouvoir dire, ça y est, on a la preuve absolue qu'il y avait des soldats nord-coréens dans l'armée russe, à Kursk, tout du moins. Et toujours rien, bien entendu. Donc les soldats nord-coréens, on n'en parle plus vraiment. Et là maintenant, ça y est, c'est les soldats chinois, les méchants chinois. Bah oui, les Chinois qui ne courbent pas l'échine devant les États-Unis. Il fallait bien maintenant montrer que la Chine était un véritable ennemi des États-Unis et donc de l'Ukraine, et donc il fallait bien faire passer les Chinois pour les méchants, même vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Bien évidemment, alors qu'au début, vous vous souvenez, les journalistes disaient, bon, on sait que la Chine aide indirectement la Russie, mais elle conserve une certaine neutralité malgré tout. Elle fournit voilà, des armes, peut-être même de l'argent, des obus, on ne le sait pas, mais ça reste indirect. Mais alors des soldats, alors là, non, c'est pas possible. Où est la neutralité légendaire de la Chine? Bon, bref, bon, déjà la neutralité de la Chine, il n'y en a jamais eu. La Chine a toujours été avec la Russie, j'ai envie de vous dire. Alors évidemment, comme le disaient les journalistes, ça a toujours été de manière indirecte. Le coup d'accuser la Chine, là, de manière directe avec l'apparition des soldats chinois, c'est absurde et grotesque, évidemment, au sein de l'armée russe. Bon, tout ça, c'est pour montrer que Trump n'est vraiment pas content avec la Chine. Donc, on monte crescendo, on fait monter la mayonnaise, et puis qui sait où cela pourrait mener plus loin. Puisque je vous rappelle que le coup des soldats nord-coréens a permis à l'administration de Joe Biden d'accorder les attaques de missiles ATACMS sur Kursk. C'est l'invention des soldats nord-coréens à Kursk qui a permis de faire que l'administration Biden, qui était pourtant adamantine sur l'utilisation d'attaques MS en Russie, eh bien ça a été le prétexte officiel. Alors maintenant, est-ce que le prétexte des soldats chinois dans l'armée russe va être justement ce prétexte pour faire quelque chose d'énorme contre la Russie, contre la Chine? Je ne le sais pas, mais n'oubliez pas que quand un scénario commence comme ça,
il finit toujours par quelque chose d'important, forcément, pour ne pas dire de gravissime. Parce que le coup des attaques MS qui ont été lancées sur Koursk, ça aurait pu être pour la Russie le prétexte côté russe pour faire des choses gravissimes, comme bombarder des bases américaines en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, que sais-je encore. Ils auraient pu légitimement faire ça. Et oui. Donc en contre-attaque. Et ça aurait passé au niveau des droits de la guerre. Donc qu'est-ce que vont faire les États-Unis, entre guillemets l'Ukraine, après qu'il y ait cette révélation des soldats chinois? Je ne le sais pas. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on apprend via cette fois le général Sielski, c'est-à-dire le commandant suprême des forces armées ukrainiennes? Eh bien, on apprend, d'après un entretien avec des journalistes ukrainiens, on apprend que le général Sierski est très pessimiste, puisqu'il annonce que la Russie pourrait mobiliser 5 millions de soldats immédiatement, c'est-à-dire déjà prêts, et faire une mobilisation générale où il pourrait avoir sous le coude, rapidement, 20 millions de militaires. Et ça, c'est le général Sierski qui balance ça. Donc effectivement, c'est très inquiétant. Et en plus, il annonce quelque chose qui confirme les dires de Vladimir Poutine, qui avait fait une interview sur Russie 1, concernant le nombre de soldats russes en Ukraine. Vladimir Poutine, il y a quelques mois, avait dit qu'ils étaient 617 000 en Ukraine. Et là, on apprend par la bouche même de Sielski, qui, je le répète, est le commandant en chef suprême des forces armées ukrainiennes. Et bien d'après Sierski, il y aurait 623 000 soldats russes en Ukraine, au moment où je vous parle. Alors évidemment, on va voir tout ça en article pour vous montrer les journaux ukrainiens, après mon introduction, comme d'habitude. Mais en tous les cas, je ne comprends pas si l'armée russe a autant de soldats en réalité en Ukraine et peut en réalité en mobiliser 5 millions en Russie. Je vous rappelle que la population russe en 2025, c'est environ 147 millions d'habitants, assez exactement. Donc, d'après Sierski, 5 millions et 20 millions en mobilisation générale. Moi, je comprends pas si l'armée russe a autant de soldats et qu'il y en a 623 000 en Ukraine et qu'ils étaient 617 000 il y a quelques mois. Comment ça se fait que dans la propagande ukrainienne et occidentale en général, on nous dit que les Russes se font massacrer, mais malgré qu'ils se fassent massacrer massivement, ils arrivent quand même à avancer et ils arrivent quand même à être aussi nombreux. Alors je comprends pas. D'où viennent, d'où viennent tous ces soldats s'ils se font massacrer autant que cela? Comment ça se fait qu'il y en a 623 000 en Ukraine? C'est étonnant quand même. Bref, donc on voit que même Sierski est obligé de dire la vérité, et en plus son chiffre correspond au chiffre à peu près de ce qu'avait annoncé Vladimir Poutine. Donc en réalité, aucune surprise. Et là, en plus, qu'est-ce qu'on apprend? En plus, que la plus grande usine de fabrication de munitions ukrainienne a été détruite par 13 missiles balistiques russes. Et là, encore une fois, c'est les Ukrainiens qui le disent. Et c'est paru dans le journal Le Monde. Vous me connaissez, nous allons voir tout ça en article. Je vais vous montrer les preuves. Bien évidemment, c'est pas moi qui le dis comme d'habitude, vous savez comment je fonctionne. Aussi, nous allons parler de ce qui s'est passé à Kryvyi Rih, ou Kryvoï Rog en russe, comme vous voulez. Alors que s'est-il passé là-bas? Kiev dit que suite à une frappe d'un missile balistique à sous-munitions, eh bien, il y a eu 20 morts, dont 9 enfants parmi les morts, donc c'est très très grave effectivement, et que c'était une frappe d'un missile russe
qui a été faite de manière délibérée pour tuer des enfants principalement, puisque le missile serait tombé sur une aire de jeu. Et d'ailleurs, l'affaire pour Kiev est si grave qu'ils ont décidé de faire une réunion extraordinaire au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors évidemment, suite à cette accusation, on a Nebenzia, qui est le représentant russe à l'ONU, qui a pris la parole et il a dit que bien entendu c'était faux, que c'est une énième machination ukrainienne et que en réalité c'est un missile qui a frappé avec une grande précision un restaurant où dans ce restaurant il y avait 85 commandants et instructeurs de l'OTAN. Voilà. Et comment ça se fait que Kiev ne parle pas de ce fait-là? Il ne parle que des morts civiles. Et Nebenzia ajoute qu'il a les preuves que ce n'était pas un missile à sous-munitions et il montre à l'ONU, au Conseil de sécurité, une vidéo prise par les Ukrainiens eux-mêmes qui montre la frappe du missile et le missile montre irréfutablement en effet que ce n'est pas un missile à sous-munitions et donc que les Ukrainiens ont menti. Donc le représentant russe dit aussi que c'est pas la première fois que les Ukrainiens font ce genre d'allégations à l'ONU. Et il précise aussi que mettre un QG de Kiev rempli de militaires juste à côté de populations civiles denses en pleine ville voudrait dire que l'armée de Kiev utilise sa population civile comme bouclier humain. Et enfin, les Russes ajoutent qu'ils ont les preuves que le fait qu'il y ait eu autant de civils morts et du fait que les Ukrainiens ont lancé des missiles antimissiles qui ont raté leur cible et l'explosion de leur antimissile, c'est-à-dire les débris, ont fait qu'il y a eu ces morts civiles dans ce terrain de jeu et zone résidentielle. Cela dit, pour ceux qui me suivent depuis plus de 3 ans maintenant, depuis le début va-t-on dire, eh bien, nulle surprise pour ceux qui me connaissent bien et qui me suivent depuis tout ce temps-là, puisque le gouvernement de Kiev a l'habitude de mentir sur, pour ainsi dire, tout. Et j'en veux pour preuve les liens que je vous ai mis dans la description. Je vous conseille de les regarder afin de faire votre propre opinion. Vous allez voir, c'est très très édifiant. Et enfin, dans les gros titres, on apprend que l'Occident, l'Europe tout du moins, n'a presque plus de poudre et de TNT pour les obus. Bon, ça c'est pas vraiment un scoop, puisque je vous en ai parlé déjà à maintes reprises, sauf que là maintenant ça paraît dans les journaux. Donc on va voir tout ça, et comme d'habitude, bien d'autres sujets. Donc ne manquez pas tout cela, regardez bien la vidéo dans son entièreté, afin que vous puissiez en apprendre beaucoup plus. Bref, des sujets très intéressants comme d'habitude. Voilà, commençons. On commence avec un article de Politico qui nous dit « L'Ukraine a capturé 2 soldats chinois combattant pour Poutine », selon Zelensky. Kiev convoque l'ambassadeur chinois pour exiger des explications. Bon, alors évidemment, inutile de vous dire que la Chine officiellement a dit qu'il n'y avait bien sûr aucun soldat chinois dans l'armée russe. Ça, c'est la réponse officielle de la Chine. Ensuite, on a le New York Times. Zelensky réitère ses affirmations selon lesquelles de nombreux Chinois se battent pour la Russie. Le président ukrainien Zelensky a déclaré que plus de 150 hommes chinois combattaient pour la Russie en Ukraine, quelques heures après que la Chine a rejeté les allégations selon lesquelles un grand nombre de ses citoyens étaient impliqués dans la guerre. Donc encore une fois, la Chine a démenti toutes les allégations de Kiev quant à ces hommes chinois qui combattraient pour la Russie. Alors ici un article de LB Ukrainska, donc un grand journal ukrainien,
qui a eu l'honneur d'interviewer longuement Oleksandr Syrskyi, donc le commandant suprême des forces armées ukrainiennes. Et Syrskyi nous dit: les ressources mobilisables préparées de l'ennemi sont d'environ 5 millions de personnes. Donc c'est-à-dire 5 millions de soldats immédiatement disponibles et une mobilisation générale pouvant atteindre 20 millions de personnes. Donc c'est énorme. Donc selon lui et Syrskyi, l'offensive sur les régions de Soumy et de Kharkov, dont le président Zelensky avait déjà parlé, a déjà commencé. Depuis le début de l'agression, l'ennemi a multiplié par 5 ses effectifs. Chaque mois, ils augmentent de 8 000 à 9 000 hommes, soit 120 000 à 130 000 par an. Au 1er janvier 2025, la Russie comptait 603 000 militaires contre 623 000 aujourd'hui, précise Syrskyi. Donc vous voyez, pour Syrskyi, il y a 623 000 soldats russes en Ukraine présentement, et il y a quand même par mois pas mal d'hommes. Bon, moi, côté russe, j'ai plutôt entre 20 et 25 000 hommes de plus par mois, donc beaucoup plus que l'estimation de Syrskyi. Autre détail intéressant que j'ai relevé, c'est que là, on nous dit, d'après vos informations, donc d'après Syrskyi, le rapport de l'artillerie sur le front est désormais de 1 à 2 en faveur de l'ennemi, alors qu'il était, il y a un an, de 1 à 10. Alors, comment ça peut s'expliquer que maintenant, ça soit de 1 à 2? Bon, d'après Syrskyi, hein, alors que c'était de 1 à 10, bah, peut-être parce que là, il y a une utilisation absolument massive de drones, et que bon, bah, l'artillerie est beaucoup moins utilisée. Bon, moi, d'après ce que j'ai lu de tout l'entretien, Syrskyi dit que les Russes tirent quand même tout de même environ 27 000 à 28 000 obus par jour, sachant que les Russes, au pic de leur utilisation, tiraient environ 40 000 obus par jour. Donc c'était absolument énorme. Alors pourquoi, si l'on en croit Syrskyi, évidemment que maintenant il y aurait 2 obus tirés par les Russes pour un obus tiré par les Ukrainiens, si l'on en croit Syrskyi, eh bien l'explication, cela pourrait être l'avènement des drones, l'utilisation très très massive des drones, qui ne cesse d'être plus massive chaque mois passant d'ailleurs. Et comme un drone est beaucoup plus efficace qu'un obus en réalité, car le tir est infiniment plus précis, évidemment, il est bien possible que dans le futur, les drones kamikazes remplacent carrément les obus. Donc, les obusiers. Puisque un drone bien placé et bien conçu peut arrêter, dans le sens immobiliser, un tank, par exemple, donc, ou un véhicule blindé. Donc un bon drone bien utilisé, c'est infiniment plus efficace qu'un obus. Donc il est bien possible que dans le futur, les drones remplacent complètement, disais-je, les obus. Alors là, un article du Monde très intéressant qui nous dit dans le titre quelque chose de très anodin. À Chotska, dans le nord de l'Ukraine, les innovations des dronistes aident l'armée à tenir. Malgré le manque de moyens et la pression des bombardements, les unités de dronistes ukrainiens parviennent à améliorer leurs outils en permanence, y compris en copiant les technologies des Russes. Bon, oui, ça c'est vrai, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'on lit d'intéressant? En tant que principal centre industriel de fabrication d'explosifs et de munitions du pays, Chotska a été la cible d'attaques aériennes massives. Les usines de Zvezda, poudre à canon, et Impulse, détonateurs, ont été visées plusieurs fois en 2024, notamment par 13 missiles balistiques le 31 décembre 2024. Notre principal site national de production de munitions a été anéanti, déplore Anton Serbin, officier de la 104e brigade. Donc ça, c'est quand même très important, hein. Et en final, ça aurait dû être dans les gros titres, parce que c'est un handicap énorme pour les Ukrainiens, le fait de perdre leur principal site de production de munitions. C'est quand même très gênant. Alors, autre chose, on a ici, il y a 3 mois, nous avons déménagé ici après que notre ancien QG a été la cible d'une attaque de drone Lancet, raconte un militaire de la 104e brigade qui préfère taire son nom.
le Lancet dont la charge explosive va jusqu'à 12 kg. Alors là, j'aimerais noter deux choses. Tout d'abord, on a un militaire de la 104e brigade qui avoue que son ancien QG était la cible d'une attaque de drone. Ça veut dire que là, on a une information de première main, comme quoi les Russes ont d'excellentes informations quant aux cibles militaires. Ce qui prouverait, ou tendrait à prouver, que ce qui a été dit en introduction par moi-même concernant l'attaque sur Kryvyi Rih, ou Kryvyi Rog, en russe comme on voudra, et qui dit que les Russes ont bombardé un QG, serait vrai. Il n'y a pas de raison qu'avant ils avaient de bons renseignements et que maintenant ils en aient plus de bons. Et vous noterez que l'attaque sur Kryvyi Rih n'a pas été démentie par les Ukrainiens. Les Ukrainiens parlent des morts des civils, mais ils taisent complètement le fait qu'un restaurant qui en fait était un QG ukrainien ait été détruit. Ils n'en parlent pas. Mais là, ça prouve que les Russes ont de très bonnes informations. Donc ça a l'air de rien, mais c'est important à noter. Autre chose qui là est plus un détail, moi concernant les Lancet, je pensais que la charge maximale était de 6 kg. Et pourtant, depuis tout ce temps, les Lancet ont pu détruire ou immobiliser des chars Abrams, des Challenger 2, les Léopard 2, etc., etc. Là maintenant, je vois que, et là j'apprends quelque chose, que maintenant ça va jusqu'à 12 kg d'explosifs. Donc là, ce ne serait plus immobiliser un char, mais là, vraiment le détruire. Là, carrément, si évidemment le drone donne un coup bien placé, bien évidemment. Donc tout cela est très très intéressant, hein. Donc ça veut dire que les Russes ne cessent de rendre leur fameux Lancet, le Lancet 3, toujours plus puissant. Voilà, ça a l'air d'être un détail technique, mais qui peut avoir son importance sur le champ de bataille. Alors maintenant, on va passer par l'attaque sur Kryvyi Rih. Donc là, DP International nous dit l'Ukraine ouvre une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU suite à une frappe meurtrière de la Russie. Donc là, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU où là, l'Ukraine a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU suite à une frappe russe sur Kryvyi Rih qui a fait 20 morts, a déclaré lundi le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriy Sybiha. Voilà, donc 20 personnes, dont 9 enfants, ont été tués lorsqu'un missile balistique russe a frappé la ville de Kryvyi Rih dans le sud-est du pays vendredi. Voilà, donc ça c'est ce que déclare le côté ukrainien. Donc on va voir ce que déclare maintenant le côté russe. Alors voici Vassili Nebenzia qui est le représentant des Nations Unies de la Russie. Et là c'est un extrait vidéo qui vient de Times Now World avec des sous-titres en français. Donc je vous laisse voir ça. Regime was the strike on one of the restaurants in Kryvyi Rih by the Russian Investigative Committee on April 4th. Nebenzia portrayed the strike as a surgical operation, meticulously planned to dismantle a hidden military hub rather than a reckless assault on civilian life. He asserted that the target, a restaurant in Kryvyi Rih, was hosting a high-stakes meeting of Ukrainian commanders and NATO instructors, a claim that, if true, would expose deep Western involvement in the conflict. The operation, he argued, struck at the heart of Ukraine's war machine and its foreign allies. Shifting the narrative further, Nebenzia pointed the finger at Ukraine's own defenses for the civilian bloodshed that followed the strike. He claimed that an errant Ukrainian air defense missile, not Russia's precision strike, crashed into a residential area near the restaurant, causing unintended casualties. This, he argued, was a tragic but predictable outcome of Kyiv's flawed military tactics, a point he pressed with evidence from the scene. Unfortunately, due to the unprofessional actions of the Ukrainian air defense, a Ukrainian missile fired to intercept caused the death of civilians in the area adjacent to the restaurant.
In any case, this is indicated by the characteristics of the striking elements recorded by eyewitnesses observed at the time of the death of people near the restaurant. To bolster his case, Nebenzia turned to the digital battlefield, citing social media footage uploaded by Ukrainian users as proof of Russia's weapon choice. He argued that the thick smoke and dust captured on camera pointed to a high explosive fragmentation warhead, not the cluster munitions Ukraine claims were used to inflict maximum civilian harm. This evidence, he said, dismantles Kyiv's accusations and exposes their narrative as a calculated lie. And now the statements of the Kiev regime are refuted by footage from the scene made by Ukrainian users replicated on social networks. In particular, a large amount of smoke and dust is clearly visible on them, which unmistakably indicates the use of a high explosive fragmentation and not a cluster warhead. Nebenzia went further, accusing Ukraine of deliberately placing military targets in civilian zones, a tactic he labeled as reckless and exploitative. By holding a summit in a densely populated area of Kryvyi Rih, he contended Kyiv's leadership knowingly put its own people at risk, using them as shields to deflect blame onto Russia. The West's silence on the NATO deaths, meanwhile, hangs over the debate, fueling speculation about the alliance's unacknowledged losses. Bon voilà, on va s'arrêter là. Maintenant, je vous conseille de voir les liens dans la description. Ils sont assez nombreux, mais très intéressants. Vous n'êtes pas obligé de tous les voir. Regardez tout du moins les 3 premiers. Vous allez voir, c'est absolument édifiant. Yet the West, typically vocal in condemning Russian actions, has maintained an unusual silence on the alleged deaths of NATO officers, a reticence that some interpret as tacit confirmation of Russia's allegations. Un dernier article sur ce sujet de defensemirror.com qui nous dit « Des missiles russes tuent 85 commandants et instructeurs étrangers dans la ville natale de Zelensky ». Les forces armées russes ont pris pour cible une réunion de commandants ukrainiens et d'instructeurs occidentaux dans un restaurant de la ville de Kryvyi Rih hier, a déclaré le ministère russe de la Défense d'un communiqué. Une réunion de commandants militaires et d'instructeurs occidentaux qui se tenait dans un restaurant de Kryvyi Rih a été ciblée le 4 avril à 18h49 heure de Moscou. Cette frappe de précision a impliqué un missile hautement explosif. L'attaque a coûté la vie à l'ennemi, ah oui c'est les Russes qui parlent, à 85 militaires et officiers étrangers, indique le communiqué. Le ministère a ajouté que l'ennemi avait également perdu 20 véhicules motorisés. Parallèlement, Alexander Vilkoul, chef du conseil de défense de Kryvyi Rih, a écrit sur Telegram que des explosions avaient eu lieu dans la ville. L'attaque de missiles russes contre la ville ukrainienne de Kryvyi Rih le 4 avril a fait 19 morts, dont 9 enfants, selon les autorités locales. 68 personnes auraient été blessées. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Maintenant, j'insiste lourdement. N'hésitez pas à regarder les liens dans la description qui vous en apprendront beaucoup plus sur la façon de faire du gouvernement ukrainien. Alors ici un article du journal ukrainien The New Voice of Ukraine qui nous dit « L'Union européenne confrontée à une pénurie de poudre à canon et de TNT pour les obus. Les réserves d'armes de l'Europe ont été largement exploitées pour soutenir l'Ukraine, poussant les pays à augmenter leur production d'obus d'artillerie, de roquettes et de cartouches, selon un rapport de Bloomberg publié le 21 mars. Cependant, un manque critique de poudre à canon, de TNT et de carburant pour fusées freine ces efforts. Les gouvernements européens, après avoir épuisé leurs arsenaux pour l'Ukraine, s'empressent désormais de reconstruire et d'accroître leur capacité de production, avec des projets d'augmentation drastique des dépenses de défense. Les fabricants de munitions peinent à suivre le rythme. Alors oui, bon bah ça c'est vrai, ça fait très longtemps qu'on parle de cela, de la problématique des obus.
En gros, là, au 21 mars 2025, en gros, rien n'a changé. Bon, on a quand même une Union européenne qui produit quand même plus d'obus qu'il y a un an et encore plus qu'il y a 2 ans. Donc oui, la progression est là, hein. Je le sais, je le vois dans les complexes militaires industriels de différents pays importants de l'UE. Effectivement, la production a réellement augmenté notablement, même si elle reste très 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 largement inférieure aux productions russes. Les Européens progressent, mais ils progressent avec une lenteur d'escargot et très peu. Ils progressent, mais très peu. Loin de ce qu'il faudrait en réalité avoir. Mais bon, ils y arriveront hein, à force. Mais cela vaudra le coup si la guerre s'éternise. Si la guerre se termine cet été, fin de l'été par exemple, ben ça ne servira plus à grand chose en temps de paix, bien évidemment. Dans la même veine, on a le grand journal américain The Atlantic qui fait le point sur l'armée américaine. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend en grand titre l'effondrement des fondations de l'armée américaine. Les États-Unis n'ont pas réussi à produire des armes et des munitions suffisamment rapidement pour approvisionner l'Ukraine. Pourraient-ils équiper leurs propres forces armées en cas de guerre? Donc là, on va voir ce que j'ai entouré de plus important. La chaîne de production de l'Iowa est à la fois essentielle et exemplaire d'atrophie industrielle. Elle illustre pourquoi l'armée la plus riche du monde n'a pas pu répondre à la demande de munitions d'artillerie après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. À cette époque, les États-Unis produisaient environ 14 000 obus par mois. En 2023, les Ukrainiens tiraient jusqu'à 8 000 obus par jour. Il a fallu 2 ans et des milliards de dollars aux États-Unis pour porter leur production à 40 000 obus par mois, un chiffre encore bien inférieur aux besoins de l'Ukraine. Le problème ne se limite pas aux obus, il ne s'agit pas seulement de l'incapacité des États-Unis à construire des drones, des roquettes et des missiles suffisamment rapidement pour répondre aux besoins de l'Ukraine. Vous notez, hein, il n'y a pas que les obus, hein. Donc on note une incapacité des États-Unis à construire des drones, des roquettes et des missiles suffisamment rapidement, juste pour répondre aux besoins de l'Ukraine. L'Amérique elle-même manque de stock de composants nécessaires. Un effort de reconstruction massif est actuellement en cours, le plus important depuis près d'un siècle, mais il ne sera pas, il ne peut pas être rapide. Et même une capacité accrue serait loin de répondre à des demandes équivalentes à celles de l'Ukraine et encore moins de reconstituer nos propres réserves épuisées. Ça, c'est très très important. Très très important. Et oui, il faut donner toujours plus à l'Ukraine, mais comment faire dans ces cas-là pour reconstituer les stocks? Et oui, et ça vaut pour l'Union européenne aussi. Donc c'est un cercle vicieux sans fin. D'autres alliés ont fourni du matériel de toutes sortes, artillerie, véhicules blindés, avions, mais les combattants en Ukraine sont toujours confrontés à des pénuries invalidantes. Mais les obstacles rencontrés par les États-Unis pour approvisionner l'Ukraine ces 2 dernières années ont révélé une faiblesse systémique et flagrante en matière de sécurité nationale. Cette faiblesse affecte l'armée américaine à tous les niveaux, et le public en est largement inconscient. La machine de guerre américaine tant vantée est en désordre et en mauvais état, ce que je ne cesse de vous répéter depuis au moins 3 ans. Combien de fois je vous l'ai dit dans les points sur l'Ukraine? Je ne peux même plus les compter, puisque je vous le dis presque tout le temps. Il n'est pas exagéré de dire que l'état de certaines de nos installations est choquant, a déclaré le représentant Donald Norcross, qui présidait une audition de la sous-commission des forces armées de la Chambre des représentants sur la fabrication de munitions, 1 mois après l'invasion russe de l'Ukraine. Ted Anderson, officier de l'armée à la retraite et aujourd'hui associé principal de Forward Global, cabinet de conseil en défense, m'a confié:
vous seriez éveillé toute la nuit si vous aviez la moindre idée de notre pénurie de munitions d'artillerie. Et oui, effectivement, c'est étonnant et presque choquant, surtout de la part du complexe militaire-industriel américain, de voir cela. En tous les cas, de la part des États-Unis, on s'attendrait vraiment à autre chose. Mackenzie Eaglen, analyste de la défense à l'American Enterprise Institute, est l'un des auteurs du rapport du Conseil scientifique, s'est plongé dans ce monde de l'approvisionnement et de la fabrication pendant près d'un an. Une fois terminé, m'a-t-elle confié, la seule chose qui me traversait l'esprit était « C'est un miracle que l'armée américaine possède un appareil capable d'exploser ». Un appareil, mauvaise traduction, c'est du sens un obus, une roquette ou un missile. Donc voilà, sur ce long article de The Atlantic, je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez à quel point quand même c'est très inquiétant pour l'armée américaine tout ça. C'est vraiment inquiétant. Et surtout, ce qu'on peut apprendre au niveau de l'état réel du complexe militaire-industriel américain. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, aucune surprise, encore une fois, je me répète, je l'ai dit des dizaines de fois, mais là, le voir dans un très grand journal américain comme The Atlantic, il fallait le voir pour le croire. En tous les cas, c'est bien que les médias révèlent ce fait très caché vis-à-vis du grand public, et c'est pour ça que The Atlantic dit que le grand public en est complètement inconscient. Évidemment, les médias vont pas tous dire la vérité, ce serait catastrophique pour l'armée américaine. Ici, un article de El País, le grand journal espagnol, qui nous dit « L'Ukraine accélère sa production d'armes. Nous produisons plus d'obusiers que toute l'Europe réunie. Le financement étranger de l'industrie nationale, qui a largement remplacé la livraison d'équipements, est essentiel à la croissance du secteur de la défense. Les armes de fabrication ukrainiennes couvrent désormais un tiers des besoins de l'armée. » Alors effectivement, c'est bien qu'ils puissent fabriquer autant d'armes, les Ukrainiens. Et ils deviennent le plus grand fabricant d'armes d'Europe maintenant. Donc c'est très impressionnant concernant l'Ukraine. Ils ont réussi à faire cela. Maintenant, voilà, vont-ils tenir étant donné qu'il n'y a plus le soutien américain? Déjà leur plus grande usine de munitions a été détruite. Eh bien, que va-t-il advenir de ces fameuses usines qui fabriquent des obusiers, ou tout du moins des parties de l'obusier? Nous verrons bien comment les Ukrainiens arrivent à cacher tout cela concernant la menace russe. Maintenant, un article de La Voix du Nord qui nous dit « En cas de trêve en Ukraine, les troupes françaises seront parmi les premières à être déployées. » Les chefs d'état-major français et britanniques se sont rendus à Kiev vendredi pour discuter avec l'Ukraine des garanties de sécurité à mettre en place en cas de cessez-le-feu. En cas d'accord, Zelensky se dit convaincu que les troupes françaises seront parmi les premières à être déployées en Ukraine. Alors bon, évidemment, là on est dans des projets fumeux. Qu'est-ce que feront les Français et les Britanniques en cas de cessez-le-feu pour faire respecter les garanties de sécurité? Évidemment, tout cela est très risible. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Je ne vais pas entrer dans le détail à nouveau ici. Mais vous notez, d'après ce qu'a lancé Zelensky, le zèle de Macron quand même, hein. Parce que si Zelensky dit vrai après avoir discuté avec Macron, eh bien cela en dit long sur la mentalité française et à quel point nous voulons la guerre. Parce que on en revient à là, hein, que ce soit les Britanniques ou les Français, ils veulent une guerre avec la Russie et ils feront tout pour ça. Alors bon, ils vont pas déclarer directement la guerre avec la Russie, mais ils veulent augmenter leur agressivité pour pousser la Russie à accomplir l'acte irréparable qu'ils attendent de leur vœu. Évidemment, ils n'attendent que ça, et depuis plus de 2 ans, j'ai envie de vous dire. Alors maintenant, nous verrons si leurs vœux seront exaucés.
Nous verrons. Ici, le journal Anadolu Ajansi qui nous dit « Les partenaires de l'OTAN forment une coalition de guerre électromagnétique pour soutenir l'Ukraine ». Le ministre allemand de la Défense a déclaré que 10 pays avaient initialement rejoint la coalition pour aider l'Ukraine à contrer les attaques de drones et à perturber les communications ennemies. Et oui, le brouillage de guerre russe fait tellement mal à l'Ukraine que là, ça met en panique un peu l'OTAN et l'Union européenne qui doivent absolument faire quelque chose pour contrer ce brouillage électronique. Alors attention, l'Ukraine fait de gros progrès aussi quant au brouillage électronique, mais malheureusement, même si leur niveau technologique est bon, on peut dire qu'ils ont atteint maintenant un bon niveau, il est déployé de manière trop échantillonnaire sur le terrain. Alors que les Russes, leur système de brouillage de guerre électronique est bon et déployé massivement sur le terrain. Et c'est ça qui manque vraiment à l'Ukraine en réalité, c'est une industrialisation du brouillage électronique. Voilà, ils ont des brouilleurs de qualité, mais vraiment beaucoup trop peu. Donc c'est pour ça que là, l'OTAN s'empresse de pallier à cela exactement de la même manière comme ils essayent de pallier le manque d'obus de l'Ukraine. J'ai envie de vous dire, même combat. Ici, on a Ukrenform, donc un grand journal ukrainien qui nous dit une partie des 500 millions d'euros fournis par les Pays-Bas pour financer la production de drones. Une partie des 500 millions d'euros alloués par le gouvernement néerlandais au projet DroneLine sera transmis aux fabricants de drones ukrainiens. Et oui, donc là on a les Néerlandais qui vont donner 500 millions d'euros pour financer les drones ukrainiens. Et oui, le Pays-Bas se porte déjà merveilleusement bien. À quoi servirait 500 millions d'euros à la population néerlandaise? À rien, bien sûr. Autant le donner aux Ukrainiens pour faire la guerre. Toujours Ukrenform, dans la continuité, on a la Suède alloue plus de 7 millions de dollars aux drones et aux coalitions de déminage en Ukraine. La Suède aussi n'a que faire de 7 millions de dollars. Ça représente vraiment rien. Pourquoi le donner aux Suédois alors qu'il est bien plus avisé de le donner à l'Ukraine, toujours pour continuer la guerre, bien sûr. Alors bien sûr, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? On a DP International qui nous dit les alliés de l'Ukraine promettent une aide de 21 milliards d'euros alors que la guerre continue. Là, vous voyez le ministre de la Défense allemand, Pistorius. Les alliés de l'Ukraine ont promis vendredi une aide militaire d'une valeur de 21 milliards d'euros, alors que le pays continue d'être attaqué par la Russie, a annoncé John Haley. Je suis impressionné et reconnaissant pour les annonces et les engagements pour les programmes de soutien des partenaires du monde entier, a déclaré le ministre allemand Boris Pistorius. On a l'impression que c'est Zelensky qui dit ça. Non, c'est pas Zelensky. C'est Pistorius, le ministère de la Défense allemand. Bah oui, pourquoi donner cet argent aux Allemands ou aux autres pays de l'Europe? Parce que c'est quand même une coalition, il n'y a pas que l'Allemagne. Mais c'est l'Allemagne qui donne le plus d'argent. L'Allemagne n'a que faire de tous ces milliards. Les Allemands n'en ont absolument pas besoin, alors que continuer une guerre en Ukraine, c'est beaucoup plus important que redresser l'État allemand. C'est la sagesse légendaire de Pistorius qui parle. Alors là, on va voir un extrait d'une vidéo très intéressante qui vous montre un nouveau type de brouillage russe électronique qui empêche justement la détonation électronique de la charge et non pas, comme d'habitude, les systèmes de communication du drone par GPS, bien sûr. Donc on va voir ça en image, c'est assez étonnant comme nouveau type de brouillage. Là, vous pouvez voir le drone qui tombe comme ça, sans exploser. Là, un drone qui devait exploser, il n'explose pas. Il tombe, voilà, il tombe comme ça par terre. Donc, vous voyez, c'est quand même assez étonnant et intéressant à voir. Alors là, on va voir une nouvelle tactique russe avec l'utilisation de drones suicides.
Et là, au lieu de faire tourner des drones dans les airs juste à temps qu'ils voient leur cible, ce qui consomme beaucoup de batterie, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les drones dans des endroits stratégiques, camouflés, et ils n'ont plus qu'à attendre leur cible. Et une fois qu'ils voient leur cible, ils foncent dessus. C'est assez malin, il faut le dire. Regardez ça. Bon voilà, vous avez vu le principe, c'est une nouvelle stratégie intéressante. Toujours concernant les drones, on a El País International qui nous dit la Russie révolutionne la guerre avec des drones contrôlés par fibre optique. L'Ukraine est à la pointe de l'innovation en matière de véhicules sans pilote, mais les envahisseurs, c'est-à-dire les Russes, avancent avec des armes qui ont été essentielles à leur reconquête du territoire à Koursk. Dans la zone frontalière entre les provinces de Soumy et de Kolsk, entre l'Ukraine et la Russie, la cime de nombreux arbres est recouverte d'immenses toiles d'araignées constituées de câbles fins semblables à des lignes de pêche. L'une des batailles les plus sanglantes de la guerre se déroule dans cette zone et c'est là que la Russie a introduit avec la plus grande force une technologie qui a révolutionné les tactiques militaires en 2025, l'utilisation massive de drones porteurs de bombes reliés au pilote par un câble à fibre optique. Cette innovation empêche la connexion de l'avion d'être perturbée par ce qu'on appelle la guerre électronique, c'est-à-dire par des signaux radiofréquences perturbateurs. De part et d'autre, de nombreux véhicules et barrières de défense intègrent ces antennes qui émettent des signaux radiofréquences coupant la connexion à distance entre le pilote et le drone. La fibre optique est insensible à ce phénomène. Alors j'aime bien parce que El País se réveille maintenant. Moi, ça fait des mois que je vous parle déjà de cela. Bien évidemment, pour ceux qui me suivent, vous êtes au courant depuis déjà longtemps quant à cette révolution des drones à fibre optique. Effectivement, c'est révolutionnaire. Pour l'instant, le problème, c'est que les drones à fibre optique n'ont pas une charge explosive très importante. On est loin d'un Lancet et encore plus loin d'un Shahed 136, plutôt appelé Géranium 2 par les Russes d'ailleurs. Mais en tous les cas, c'est bien que El País en parle afin qu'on sache mieux comment cela se passe au niveau innovation sur le théâtre de guerre. Évidemment, les Ukrainiens se sont empressés eux aussi à faire des drones à fibre optique, mais ils sont très loin derrière la Russie, non pas en tant que technologie, mais encore une fois, comme au niveau du brouillage électronique d'ailleurs, encore une fois, ils en produisent de manière échantillonnaire, alors que les Russes produisent cela de manière absolument massive. Et on finit avec une petite vidéo qui nous vient de Simplicus the Thinker, qui nous dit: nous avons montré la photo la dernière fois, mais voici maintenant la vidéo complète du journaliste de première ligne Kulko sur les plus de 1600 drones ukrainiens abattus par la guerre électronique russe sur le front de Kursk. Donc les Russes les ont récupérés et ça donne ça. Обезвредили только за последнее время. Здесь вот есть как небольшие дроны, такие вот, которые могут перевозить. Bon voilà, alors là vous voyez qu'il manque des parties à tous ces drones, parce que quand on lit l'article complet de Simplicus the Thinker, en fait les Russes, sur tous les drones qu'ils récupèrent, eh bien ils récupèrent bien sûr toutes les parties intéressantes, comme les batteries et les hélices par exemple, ainsi que des composants électroniques. Bah oui, pourquoi gâcher? On va pas jeter à la poubelle le drone entier si on peut récupérer des pièces intéressantes. Donc là, c'est plus de 1600 drones, ça fait une montagne de drones récupérés uniquement à cause de la guerre électronique.
Donc c'était intéressant à voir et je m'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de me suivre, merci à tous aussi de partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue et toujours, soyez curieux.